Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Bonjour Olivier. Bonjour Gaëlle. Dans ce 3e épisode qu'on enregistre ensemble, on va parler d'excellence décisionnelle. Tu es déjà venu nous parler dans le podcast Entre là d'excellence démocratique, de comment est-ce qu'on peut faire advenir une démocratie réelle qui fonctionne en intelligence collective. Au niveau d'une nation, on a parlé de rêve-olution, de comment chacun peut trouver son rêve et le réaliser au service du monde. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'excellence décisionnelle, de comment est-ce qu'on peut prendre ensemble avec les bonnes personnes, les bonnes décisions, avec les bons processus, en comprenant exactement ce qui se passe, de quoi on a besoin et de fait, de quel processus il faut mettre en place. Est-ce que pour démarrer cet épisode, tu veux te représenter de la manière qui te convient, Olivier ? Oui, avec plaisir. Eh bien, écoute, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet de l'excellence décisionnelle sous un angle qui est celui de l'intelligence collective. Alors, en fait, j'ai beaucoup communiqué à travers mes livres et puis mes articles sur les blogs ou sur des posts sur le thème de l'intelligence collective. Mais en fait, l'intelligence collective, c'est un outil, en fait. C'est une boîte à outils. Et cette boîte à outils, pour moi, elle a une finalité qui est d'atteindre l'excellence, parce que l'excellence, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Donc, c'est de se mettre sur le chemin de l'excellence décisionnelle, c'est-à-dire de prendre d'excellentes décisions en utilisant la boîte à outils de l'intelligence collective. Voilà. Et donc, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais évidemment, on n'a pas tout le temps besoin d'intelligence collective. Et puis, il y a différentes sortes d'excellence décisionnelle. Il n'y en a pas qu'une seule. Voilà en quelques mots. C'est vrai que la décision, c'est une question clé dans nos vies. C'est une question clé dans l'organisation et la vie des entreprises. Et il y a énormément de mauvaises décisions qui sont prises, de décisions catastrophiques, de décisions absurdes, dont parle Christian Morel dans ses livres. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que l'intelligence collective, là, elle est au service de la décision pour toi. Oui, on peut démarrer là-dessus. En fait, c'est vrai que ce livre-là de Christian Morel sur les décisions absurdes, qui devient du coup catastrophique, elle est liée à une méconnaissance ou une ignorance, on va dire, de la différence entre les situations simples, compliquées et complexes. En fait, on pense être un seul décideur, mais en fait, on est, on va dire, 3 décideurs. Voilà, on est 3 décideurs et on a des décisions à prendre dans 3 situations différentes. On est un décideur dans des situations simples, on est un décideur dans des situations compliquées, et on est un décideur dans des situations complexes. Et Christian Morel, en fait, dans son livre, il nous explique que quand on prend des décisions sur des sujets complexes, avec des processus de décision qui sont ceux des situations simples ou compliquées, eh bien, on risque de prendre des décisions absurdes. Ouais, dans ces 2 livres, Christian Morel nous parle de situations soit à haut risque professionnel, dans la marine, l'aviation, l'alpinisme, avec un gros risque d'avalanche qui est pris par des gens qui sont des experts, qui avaient toutes les compétences pour les éviter et qui se mettent dedans. C'est très intéressant parce qu'on voit comment la prise de décision en fait est catastrophique et c'est pas les compétences des personnes du tout qui sont problématiques, mais c'est comment est-ce qu'on prend ensemble les décisions ou surtout des fois comment est-ce qu'on ne les prend pas. Comment est-ce qu'il y a une forme de consensus mou qui fait que du coup, on ne prend pas les bonnes options, on ne se pose pas les bonnes questions. Vous avez tous connu un jour ou l'autre ces situations où quelqu'un dit, tout le monde est d'accord, et puis personne ne pipe le mot, il y a juste une ou deux personnes qui disent
Et puis, voilà, la décision est prise ou pas prise, ou on ne sait pas si elle est prise. Et on ne sait parfois surtout pas si elle est simple, complexe et compliquée. Et ça, Olivier, il faut que tu nous l'expliques. Ouais, voilà. Et puis, là, on va vraiment traiter là dans ce podcast le rôle de manager, hein, du décideur manager. Mais évidemment, il y a beaucoup d'entreprises où on est à la fois un expert et un manager. Donc, mais on va pas trop complexifier là, pour le coup, je mets ça entre guillemets. Donc évidemment, quand on est un décideur expert, c'est encore un autre processus décisionnel. Le décideur expert, c'est celui qui va s'enfermer dans son bureau et qui va en sortir 2 heures plus tard en disant: «Eureka, j'ai trouvé». Bon, mais on met ça de côté, hein, on met de côté le processus décisionnel de l'expert qui a toujours raison, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un expert, qui réfléchit tout seul dans son bureau et qui, trouve une solution qui est sûre à 100 sur un sujet qui est lié à son expertise métier et qui est lié à ce qu'il a appris à l'université ou à l'école et qui fait que, il est, voilà, tout puissant dans sa et qu'il a même ni besoin d'intuition, ni besoin de consensus, il a son affaire. Là, nous, on va parler des managers. Voilà. Et donc un manager, on va dire, admettons qu'il arrive, au bureau le matin et puis, il y a un collaborateur qui arrive dans son bureau et qui lui dit, «Oh là là, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait?» Et bah, ce problème, on l'a déjà eu et on a déjà trouvé une solution à ce problème. Et donc notre manager qui, voilà, un peu d'expérience ou voilà, un peu de compétences techniques et pas forcément expert, hein, mais il est compétent un peu techniquement et ben, il va dire: «Bah, puisqu'on a déjà eu le problème, bah, on va reprendre la solution puisqu'elle avait marché». Donc une situation simple, c'est quand on a déjà pris, la décision sur un sujet et ben, on va reprendre, la décision, la même solution en l'adaptant un peu. Une autre exemple de situation simple, c'est quand on doit fixer des objectifs. Chaque année, on doit ou tous les trimestres ou tous les 4 mois, on fixe des objectifs. Alors on va pas réinventer l'eau chaude, donc on a déjà fixé un objectif à un collaborateur sur à peu près le même sujet. On va reprendre le même objectif, on va l'ajuster un petit peu et on va prendre une décision. Donc quand on décide sur le simple, quelque part, on n'a pas besoin de se poser de questions, pas trop de questions, on n'a pas besoin d'intelligence collective. On a besoin de négocier par contre avec son collaborateur, on a besoin de faire des petits ajustements. On peut décider vite, on n'a pas forcément besoin ni de consensus ni d'intuition, ça va vite et si on se trompe, on ajuste ça encore plus rapidement. Ça, c'est le simple. Quelque part, c'est tout ce qui est dans l'excellence opérationnelle, la vitesse, la répétition, les petits ajustements. Et puis à 10 heures, là, on était à 8 heures, hein. 2 heures s'est passé et puis à 10 heures, eh bien, il se trouve que j'ai, des nouvelles personnes qui sont rentrées, dans mon équipe. On m'a donné des nouvelles missions. Il y a des gens qui ont quitté l'équipe, et on n'est plus trop au clair sur les processus, sur l'organisation de l'équipe, sur, la répartition des rôles, des responsabilités et donc il faut que je réorganise mon équipe. Et là, en fait, c'est complexe, la réorganisation, d'une équipe parce que, il y a plusieurs façons de s'organiser et il y a une façon d'organiser son équipe qui peut développer l'efficacité collective, mais, il y a une autre façon qui peut diminuer l'efficacité collective. Et donc, là, dans une organisation, quand on s'organise, ben, c'est complexe parce qu'il y a, mon équipe, elle n'est pas autonome en fait. Elle travaille pas tout seul dans son coin. C'est pas le village gaulois, au milieu de l'Empire romain. Donc, mon équipe travaille en tant que client ou en tant que fournisseur pour l'interne et pour l'externe. Donc tout ce que je change dans le fonctionnement de mon équipe va avoir des impacts qu'on appelle systémiques, sur d'autres équipes, d'autres départements, en interne et en externe. Et par ailleurs, dans ma façon de me réorganiser, je suis moi-même sous la contrainte de ce que font d'autres départements et d'autres équipes. Donc je suis peux pas faire un truc hors sol. Je dois intégrer dans ma réflexion sur mon organisation, l'organisation des autres départements en interne et le fonctionnement des partenaires externes, fournisseurs ou clients. Voilà. Et donc là, on est dans une situation complexe où on a différentes dimensions, différentes expertises, différentes parties prenantes
qui ont chacune leur métier, leurs contraintes, leurs expertises. Et il va falloir que je mobilise à ce moment-là l'intelligence collective pour essayer, non pas de faire émerger un consensus, parce que un consensus, c'est quand on est capable de trouver une solution qui est sûre à 100%, mais une intuition. Une intuition, parce que la caractéristique de la complexité, c'est que même si on faisait 10 jours de réunion, on aboutirait à une solution où on ne pourrait pas dire on est sûr à 100% que c'est la bonne solution. La caractéristique de la complexité, c'est qu'il y a toujours une part d'incertitude, d'imprévisibilité, et quand on décide, eh bien, on ne peut pas, si on dit qu'on est sûr à 100% de sa décision, eh bien, en fait, c'était pas complexe. Si on est vraiment sûr, ça veut dire qu'on était en position d'expert ou qu'on était sur un sujet simple. Voilà. Donc, je prends ma décision de réorganisation, mais après, il faut mettre en œuvre cette nouvelle organisation. Alors quand même, là, on est à 10 heures du matin. On a fait de 10 heures à midi une réunion avec mon équipe. Éventuellement, on a invité quelques parties prenantes pour les intégrer dans notre réflexion en mode intelligence collective. On va déjeuner. Et puis, on est maintenant à 14 heures et il faut mettre en œuvre la nouvelle organisation. Parce qu'on a dit qu'on partait plein sud ou plein nord, mais maintenant, il faut écrire un peu la partition. Comment on va mettre en œuvre, voilà. Comment on va décrire les processus dans le détail. Et c'est là où on est le troisième décideur. Donc, on a le décideur du simple. Là, on a été le décideur du complexe. Il faut se réorganiser. Et là, maintenant, on est ce que j'appelle le décideur du compliqué. Voilà. Le compliqué, c'est comment je vais mettre en œuvre cette nouvelle organisation. Il n'y a pas une façon de mettre en œuvre. Par exemple, admettons que si on prenait un peu les points cardinaux en se disant que il y a une façon de s'organiser qui consiste à aller plein nord et une façon de s'organiser qui consiste à aller plein sud, qui peut par exemple être une organisation par métier, par zone géographique. Bon, donc on prend la métaphore du plein nord ou du plein sud. Ben, pour aller plein nord, on peut y aller en train, en avion, en pédalo, à pied. Donc il y a plusieurs façons d'aller plein nord ou plein sud. Et si moi, je me dis, bon, finalement, aller à pied, c'est le moins cher, puis mes collaborateurs disent, non, non, on va aller en avion parce que c'est plus confortable et c'est plus rapide, on risque d'avoir ce qu'on appelle la résistance au changement. Donc, pour éviter cette résistance au changement, du fait en fait que les gens ne soient pas suffisamment engagés dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation, eh bien, on a besoin de une nouvelle fois mobiliser l'intelligence collective, mais cette fois-ci dans le comment on va mettre en œuvre la nouvelle organisation. Et là, on est donc dans un sujet compliqué, et ce qui est compliqué, c'est de susciter l'adhésion sur la mise en œuvre de la nouvelle organisation. Et avant de te laisser rebondir sur ce que je viens de dire, Gaël, dans les sujets complexes, là j'ai pris l'exemple de l'organisation, mais on a évidemment tout ce qui touche à la stratégie. Quand on veut faire une nouvelle stratégie, évidemment, on a besoin de mobiliser le marketing, le commercial, la production, le juridique, le technologique. On parle du développement de la performance. Quand on dit qu'il faut doubler le chiffre d'affaires, c'est pas juste les commerciaux, hein. Il faut mobiliser un certain nombre d'expertises dans l'organisation pour arriver à faire ça. Quand on dit qu'il faut produire plus vite, c'est écrit dans aucun livre. Donc il faut, quand on veut produire plus vite, il faut mobiliser différentes expertises. Donc, juste pour synthétiser, le simple, on a déjà eu le problème, on a déjà trouvé une solution, on la reprend. Le complexe, c'est la mise en synergie de différentes parties prenantes, de différentes expertises, où on va essayer de faire émerger une intuition, parce que de toute façon, vu qu'il y a beaucoup d'expertise, on ne peut pas arriver à une solution qui est sûre à 100%. Et le compliqué, c'est la mise en œuvre de donc ce que j'appelle moi un enjeu collectif, collectif parce qu'on mobilise différentes expertises, c'est la mise en œuvre de cet enjeu collectif pour obtenir le maximum d'engagement et de confiance, c'est-à-dire la confiance entre l'objectif qui est à atteindre et les moyens qui sont mis à ma disposition. Désolé, c'était un petit peu long, mais voilà, on a posé le cadre. Tu fais bien, là tu donnes de la clarté. Et la clarté, on en a aussi sacrément besoin quand on a à prendre une décision pour prendre une bonne décision. Ensuite, la complexité, tu l'as dit, c'est celle des impacts, des synergies à mettre en place et en fait des liens.
des multiples liens en fait qui nous relient, qui sont le sujet clé, le sujet de départ de ce podcast. Et c'est important de faire les bons liens avec les bons éléments en intelligence collective, parce que sinon on risque de faire de sacrés sacs de nœuds. Exactement. Et là, en fait, ce dont tu parles, bon, c'est des termes jargonneux, mais en gros, la complexité, quand on veut la gérer, euh, on doit avoir ce qu'on appelle une approche holistique. Voilà. Et l'holistique, c'est un mot barbare, tout simplement pour répondre à cette question très très simple, entre guillemets, parce qu'il faut faire attention maintenant, hein. Quand on dit simple, compliqué, complexe, là, on marche sur des œufs. Donc, holistique, ça veut dire que quand je suis face, en gros, quand je suis face à une situation, quand on m'amène un problème, la première question que je dois me poser, c'est est-ce que le problème qu'on m'amène, un collaborateur rentre dans mon bureau, est-ce que le problème qu'il m'amène est un problème simple? Est-ce que c'est un problème complexe? Ça touche beaucoup d'expertise dans l'organisation, ou est-ce que c'est un problème compliqué? Il faut tout simplement écrire une partition ensemble. Et encore une fois, je rappelle que je mets de côté le décideur expert qui, lui, peut réfléchir tout seul dans son bureau et trouver une solution sûre à 100%. Je mets ça de côté. On est vraiment dans le rôle de manager, donc ce qui signifie que j'ai une équipe, des collaborateurs. Donc, quand je suis dans le simple, eh ben, en général, il n'y a qu'une seule expertise qui est mobilisée. Quand je suis dans le compliqué, c'est la mise en œuvre. Alors là, il y a quand même, puisque la mise en œuvre par exemple d'une stratégie, évidemment, je ne peux pas mettre en œuvre la stratégie que d'un point de vue RH ou que d'un point de vue marketing. Il y a bien des interactions. Donc, il y a plusieurs expertises qui sont mobilisées. Et quand on est dans le complexe, évidemment, par essence, il y a plusieurs expertises. Donc, quand je détermine que je suis dans le complexe, la première chose que j'ai à faire, ce qu'on appelle l'approche holistique et qui consiste à répondre à cette question, quelles sont les parties prenantes qui sont impactées par mon sujet? Donc, c'est une nouvelle stratégie, par exemple. Quelles sont les expertises dans l'organisation, dans les différents départements de l'organisation qui sont impactés? Et une fois que j'ai déterminé la liste de ces personnes qui étaient impactées, eh bien, je dois les mettre autour d'une table et c'est là où je vais utiliser des techniques de management de l'intelligence collective pour mettre en synergie les savoirs, les intelligences, les expertises pour faire émerger une intuition et non pas un consensus sur une solution. Et ensuite, il y a un deuxième mot barbare qui était un peu ce que tu disais en filigrane tout à l'heure, qui s'appelle la systémique, c'est les interactions. C'est-à-dire que dans la boîte à outils de l'intelligence collective, on a des outils pour mesurer les impacts entre les différentes expertises. Par exemple, quand on est dans une réunion et que quelqu'un dit moi j'ai la vérité, il faut faire ça, il faut faire ça. Par exemple, c'est le responsable de la production. Responsable de production, il faut faire ça, c'est la meilleure solution. Le problème, c'est dans un sujet compliqué, simple plutôt, tout seul, là, ok, il a sûrement raison. Si la situation est simple, il a sûrement raison. Mais le problème, c'est que dans une situation complexe, ce qu'il vient de dire va avoir des impacts systémiques. Alors la systémie, c'est les interactions. C'est un peu comme les effets rebonds. C'est si je bouge ça, ça risque de bouger d'autres choses. Par exemple, si on achète un Teams, un réseau social d'entreprise, ben, ça va forcément avoir un impact sur les finances. Il va falloir payer. Et si on prend de l'argent dans les finances, ben, on va devoir peut-être serrer la ceinture à un autre département, par exemple le département marketing. Et si on serre la ceinture au département marketing, peut-être le département marketing pourra payer moins de campagnes publicitaires. Et du coup, ça aura un impact systémique sur le commercial, qui va peut-être faire moins de ventes. Et s'il y a moins de ventes, ben, il y aura un impact sur la production, qui va moins produire. Et si on produit moins, ben, ça aura peut-être un impact sur les finances, qui aura encore moins d'argent. Donc c'est ça la systémique. Et c'est ça le cœur de l'intelligence collective. C'est d'arriver à mettre en synergie les intelligences et les savoirs pour mesurer les impacts de chacune des situations ou solutions possibles sur les différentes expertises qui sont autour de la table, de sorte qu'on ne prenne pas une solution qu'on appelle hors sol, dans une tour d'ivoire, où dans l'exécution de la décision, tout d'un coup, on découvre les impacts de chacune de la solution qui a été prise. Donc, quelque part,
une réunion en intelligence collective, c'est une réunion de prototypage de solutions dans lequel on va intégrer toutes les contraintes de toutes les expertises autour de la table et on va essayer de trouver un point d'équilibre entre toutes les contraintes pour faire une solution qui, quelque part, va faire plaisir à personne, parce que personne va avoir en quelque sorte gain de cause, mais qui va pas non plus déplaire, qui ne va déplaire à personne. C'est-à-dire, ça va faire plaisir à personne, mais ça va déplaire à personne parce que tout le monde va comprendre les contraintes de tout le monde et on va essayer de créer une solution que j'appelle hybridée, qui va contenir un bout d'ADN de chacune des parties prenantes et ce bout d'ADN va intégrer chacune des contraintes et on va prendre une solution qui va être viable, durable et qui va s'implémenter de la meilleure façon une fois qu'elle sera décidée. Alors à ce stade, puisque tu as évoqué l'engagement des collaborateurs, c'est peut-être intéressant qu'on relie intelligence collective, excellence décisionnelle et engagement des collaborateurs. Ta thèse, c'est aussi de dire que ce qui va engager les collaborateurs, c'est pas de prendre part à la décision collective, mais c'est de prendre part à la réflexion collective et que c'est ça qui les engage, qu'ensuite la décision sera prise par ceux qui en portent la responsabilité. Est-ce que tu veux nous préciser ces éléments, Olivier? Tout à fait. Ça, c'est une grande confusion qui est faite entre la décision, qui est un concept juridique, et la décision, enfin, entre la prise de décision et la conception de la décision. Aujourd'hui, dans le langage courant, on n'arrête pas de parler de décision collective et on associe ça à l'intelligence collective. La décision, c'est un mécanisme juridique qui vise à déterminer qui est responsable. On appelle ça aussi la subsidiarité. Donc, on va dire que dans une organisation hiérarchique, il y a un PDG qui, en quelque sorte, a toute la responsabilité et qui va déléguer le pouvoir de décider aux échelons inférieurs pour que la décision se prenne au niveau le plus pertinent de l'organisation. Qu'un agent de maîtrise sur le terrain n'ait pas besoin d'aller voir le PDG pour savoir s'il peut tourner sa clé à molette de 40 degrés ou de 60 degrés. Voilà. Et donc, la question, c'est qui est responsable? Et si je suis seul responsable, je décide seul. Il y a des décisions, il faut engager des budgets, par exemple 2 ou 3 millions d'euros. Et donc, s'il y a pour ces décisions-là, par exemple, eh ben, on a souvent 2 ou 3 personnes qui doivent donner leur accord pour engager 2 ou 3 millions d'euros. Et là, on parle de décision collégiale. Mais c'est quelque part la répartition du pouvoir de décider dans l'organisation qui est une répartition de responsabilité. Et donc, si pour engager 2 ou 3 millions, il faut demander à 2 ou 3 personnes, bah, ces 2 ou 3 personnes sont responsables collégialement et elles décident collégialement. Puis, il y a des décisions collectives. Mais la décision collective, c'est souvent l'assemblée générale des actionnaires ou dans une association, l'assemblée, une AG. Voilà. Donc, 99% des décisions doivent être prises individuellement par un décideur seul parce qu'il est seul responsable. Ce qu'on lui demande, c'est pas de faire de la décision collective. Ce qu'on lui demande, c'est de décider seul, mais éclairé par l'intelligence collective si la décision est complexe et qu'elle impacte différentes parties prenantes dans l'organisation. Donc on n'est pas, quand on parle d'intelligence collective, dans l'entreprise démocratique, on n'est pas dans la décision collective, on est dans la réflexion collective. Et une fois qu'on a réfléchi collectivement, on dit qui est responsable pour prendre cette décision. Bon, c'est toi ou c'est ces 3 personnes-là. Bon, c'est toi tout seul, tu décides seul, c'est ces 3 personnes, c'est une décision collégiale. Merci de préciser ça, qui nous renvoie aussi aux décisions catastrophiques ou aux décisions pas prises. Parce que si dans un certain nombre de contextes, les décisions ne sont pas prises, ça peut être à cause d'un manque de courage, ça existe. Mais il y a aussi énormément de situations dans lesquelles c'est pas le courage qui est en jeu, c'est la clarté. On ne sait pas en fait ce qui va engager les collaborateurs. On pense qu'il faut qu'ils décident pour avoir de l'autonomie et se sentir responsable. Et en fait, c'est pas ça qui fonctionne selon toi. A été acté, je dirais, dans la subsidiarité. C'est-à-dire, il est défini que, admettons qu'une organisation dise, bah, toutes nos décisions sont prises collectivement.
ou en tous les cas, ces 10 décisions-là seront des décisions collectives. Là, on peut présupposer que c'est dans l'intérêt de l'organisation. On a considéré, on est une association ou une coopérative ou une organisation hiérarchique, on a dit, voilà, ces 20 décisions-là ou ces 10 décisions-là, ce sera des décisions collectives. Et si on a décidé ça, c'est parce que c'est dans l'intérêt de l'organisation. Malheureusement, et souvent sur les sujets complexes, c'est ça qui est un peu dramatique, c'est que sujets complexes, il y a souvent un flou, en fait, sur qui est vraiment responsable. Et là, quand on ne clarifie pas la subsidiarité en disant: «Bon, bah, c'est flou, bon, allez, tiens, on décide, c'est le PDG ou c'est le directeur RH ou le directeur marketing», la décision collective ne va plus se faire dans l'intérêt de l'organisation, elle va se faire dans l'intérêt de la gestion de la carrière des gens qui sont impliqués dans cette prise de décision. C'est-à-dire que ce qui est fantastique avec une décision collective, c'est que si dans 6 à 12 mois, on découvre que la décision, la nouvelle stratégie, la nouvelle organisation, le développement de la performance, du nouveau chiffre d'affaires ou de la productivité, tout s'est super bien passé, alors à ce moment-là, ce sera ma décision. Et puis si tout ça tourne à la catastrophe, eh bien ce sera leur décision. Donc le problème de la décision collective, c'est que c'est une formidable machine à déresponsabiliser, à fuir ses responsabilités, à dissoudre sa responsabilité dans la soupe collective. Et ce n'est voilà, et c'est une machine à gestion de la carrière. Et voilà. Et donc je suis désolé, mais dans une organisation, quand entre guillemets tout le monde est responsable, parce que c'est une décision collective, eh ben, plus personne n'est responsable. Voilà. Sauf si on peut me démontrer qu'il y a eu une punition collective, qu'on me donne le nom d'une organisation où il y a eu une punition collective, c'est-à-dire que euh, tout un voilà, ça n'existe pas. Il n'y a pas de punition collective, donc il n'y a pas de responsabilité collective, donc on ne doit pas avoir de décision collective. Alors maintenant qu'on a compris tout ça, qu'on sait par qui doivent être prises les décisions, qu'on sait qu'on est dans une situation complexe, qu'on doit fonctionner en intelligence collective, qu'est-ce qu'on fait, Olivier? Alors c'est là où en fait, comme on a 3 décideurs, on a 3 boîtes à outils. Quand on est un décideur, sur le simple, bah, la boîte à outils, c'est celle de l'excellence décisionnelle, c'est tous les basiques du management. Par exemple, on te dit quand tu fixes un objectif, il doit être ambitieux mais réaliste. On te dit qu'il faut négocier, qu'il faut écouter, voilà. Donc il y a un peu c'est un peu les bases du management pour prendre des décisions dans le simple. Il faut faire des murs de post-it, il faut négocier, il faut écouter, il faut gérer les conflits, voilà. Et là, je vais être dans l'excellence décisionnelle, dans le simple, si les objectifs que je fixe sont ambitieux mais réalistes, si je suis à l'écoute, de mes collaborateurs, si je décide vite, et cetera. Si j'essaie d'obtenir un consensus quand même de mon équipe sur un sujet simple. C'est-à-dire on est sur l'expertise de l'équipe. Dans le compliqué où je dois susciter l'adhésion, de mes collaborateurs sur est-ce qu'on va plein sud ou plein nord, en avion, en pédalo, à pied ou en train, là, on a ce qu'on appelle le management participatif. Donc c'est toute la boîte à outils du mur de post-it là. Et puis on va avoir le post-it train, on va avoir le post-it pédalo, à pied, le post-it avion, puis on va décoller un post-it et là, on sera dans l'excellence décisionnelle parce qu'on aura distribué la parole, on aura permis à chacun de dire: «Voilà pour nous, pour aller dans cette direction, ce qui nous semble être le moyen le mieux adapté d'atteindre l'objectif d'aller plein sud». Cet objectif plein sud étant en fait un enjeu collectif, c'est-à-dire un sujet complexe. Donc là, je suis dans l'excellence décisionnelle, dans le compliqué, la mise en œuvre si je décolle un post-it. Et dans le complexe, alors là, la boîte à outils, elle est un petit peu plus élaborée. Il y a un certain nombre de choses, comme par exemple le fait que dans une réunion, sur un sujet complexe, d'abord autour de la table, par mon analyse holistique, j'ai identifié un certain nombre de parties prenantes. Et donc, mis à part une réorganisation interne, je réorganise mon équipe, où là, effectivement, j'aurai que mon équipe, mais la plupart du temps,
je vais avoir différents représentants des différentes parties prenantes de mon sujet complexe, donc quelqu'un du marketing, de la production, du juridique, du technologique, du financier, qui vont être autour de la table. Et là, il y a un certain nombre de règles pour éviter les décisions absurdes, si on revient sur Christian Morel, éviter les décisions absurdes, les décisions irrationnelles, éviter la tour d'ivoire, le truc hors sol. Et une des règles les plus fondamentales, c'est que le chef doit toujours parler en dernier. Donc là, ça nous amène sur les biais cognitifs. Il y a un certain nombre de biais cognitifs. On va dire qu'il y en a 188 ou 250 selon la littérature. Il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 50 qui sont vraiment impactants, mais qu'il y en ait 50, 188 ou 250, il y a un certain nombre de biais cognitifs. Un biais, c'est ce qui déforme ma perception de la réalité. Et par exemple, le biais d'autorité, c'est dans une réunion, le chef parle et il est en position d'autorité, évidemment, puisque c'est le chef, et on risque d'accorder plus de valeur aux idées du chef qu'à celles de ceux qui sont ses collaborateurs ou ceux qui sont d'un niveau hiérarchique inférieur. Donc, alors que peut-être le stagiaire ou celui qui est tout en bas de la pyramide, il a apporté une super idée, mais comme il n'est pas chef, on va dire ouais, mais bon, toi, tu n'étais rien dans l'organisation, donc ton idée n'a pas beaucoup de valeur. Alors que lui, le chef, là, il parle, il a un statut, il a du pouvoir, il a un diplôme, il a machin. Donc évidemment, sa solution a sûrement beaucoup plus de valeur. Donc on a ce premier biais cognitif qu'on va contourner avec cette règle toute simple, c'est que dans une réunion en intelligence collective sur un sujet complexe, le chef parle toujours en dernier. Un autre point qui est très important, c'est qu'on a différentes personnalités. On a les extravertis qui ont tendance à s'exprimer très facilement dans une réunion. On a ce qu'on appelle les grandes gueules, les bavards, qui vont avoir tendance à monopoliser la parole. On a les timides, les introvertis, qui vont attendre qu'on leur donne la parole. Et le problème, c'est que dans un sujet complexe, on a besoin que tout le monde s'exprime. On a besoin de distribuer la parole. On a besoin que tout le monde ait un temps égal de prise de parole. Et donc, si on se lance dans la modalité classique d'animation de réunion qui s'appelle le ping-pong verbal, monopoliser la parole, couper la parole, se battre pour prendre la parole, se battre pour garder la parole, on risque d'avoir 20% des participants qui vont prendre 80% du temps de parole. Et donc, si 80% des participants de la réunion n'ont pas pu s'exprimer sur attention, si vous prenez telle solution, voilà ce qui va se passer chez moi, c'est-à-dire que le rêve va devenir un cauchemar, on va aller dans ce qu'on appelle la tour d'ivoire, la décision hors sol parce qu'on n'a pas distribué la parole et une décision qui risque d'être absurde. Donc, le chef parle en dernier, on distribue la parole. Pour ça, il faut utiliser la technique du tour de table, qui est très impopulaire parce que c'est très pénible, c'est très long. Alors, un dernier outil, parce que je ne veux pas assommer ceux qui nous écoutent avec ça, c'est que quand on est sur un sujet simple, comme je disais tout à l'heure, bon, bah voilà, on va reprendre une solution qu'on a eue, qu'on a prise il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Comme je dis, on n'a pas besoin de trop se poser de questions. Voilà. Par contre, sur un sujet complexe, il vaudrait mieux se poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, pour moi, la définition de l'intelligence, c'est se poser des questions avant de chercher les solutions. Donc, dans les techniques d'animation de réunion en intelligence collective, on va faire, avant de démarrer sur, tiens, on a un problème de réorganisation, de nouvelle stratégie, qu'en pensez-vous? Évidemment, tout le monde va se jeter sur la solution. On va faire des tours de table de questions, parce que la vertu des tours de table de questions, c'est qu'elles permettent de prendre de la hauteur. Einstein disait, un problème sans solution est un problème mal posé, et le fait de faire des tours de questions, ça va permettre de bien poser le problème. Souvent, on confond le problème avec la solution, et on passe 2 heures à réfléchir sur une solution au lieu de passer 2 heures à réfléchir sur un problème. Voilà un petit aperçu des techniques qui sont très spécifiques à l'intelligence collective. Et j'oubliais 2 techniques que j'ai mentionnées tout à l'heure. C'est évidemment l'analyse holistique. Un des outils fondamentaux de l'intelligence collective, c'est que quand j'ai identifié que j'étais dans une situation complexe, la première chose à faire, c'est qui va être autour de la table. Et un autre outil, c'est le systémique. Et le systémique, ça consiste principalement à faire des tours de table et à distribuer la parole
pour mesurer toutes les conséquences de chacune des solutions qu'on pourrait prendre. Là, ça vaut le coup qu'on fasse un petit arrêt sur image. La question de la question, c'est une sacrée question. On a très souvent, surtout dans nos cultures occidentales, cette idée qu'être branché en mode solution, il n'y a rien de mieux. Et on oublie qu'en fait, poser la bonne question, c'est absolument crucial. On a tous les deux des clients intelligents et quand ils nous contactent sur un projet, sur une mission, ils ont une idée déjà de la bonne solution, de ce qui pourrait fonctionner. Et c'est vrai que très souvent, on est amené à les faire revenir sur le diagnostic pour qu'on formule ensemble la bonne question à se poser. Ça donne de la clarté à tout le monde, ça aligne les énergies, ça évite de partir sur des directions ou des réflexions qui sont hors sujet. Et si on prend l'idée d'Einstein, qui était que s'il avait 1 heure à passer sur un problème crucial, il passerait 55 minutes à se poser la bonne question, sachant qu'un problème bien formulé est un problème auquel on trouve toujours une solution. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans le fait de formuler la bonne question et donc de commencer par plein de questions avant de trouver la bonne question qui va émerger en fait à l'issue de tout ce long questionnement. En fait, pour, donner un exemple de ça, que je donne en formation, tu as une fissure dans le mur. Tu as une fissure dans le mur, donc tu as un problème. Est-ce que cette fissure dans le mur, est liée à un stagiaire à qui tu as pas donné un CDI et qui, a fait un acte de vandalisme avec sa chaise qu'il a plantée dans le mur? Est-ce que c'est parce qu'il y a une fuite d'eau au goutte à goutte dans la plomberie et que cette fuite d'eau est en train de créer une fissure dans le mur? Est-ce que c'est les fondations qui sont en train de bouger parce que, il y a un petit mouvement de terrain? Si effectivement un client arrive et dit: «Bon, bah, Gaël, regarde, on a un stagiaire, qui a planté sa chaise dans le mur parce qu'il était pas content et on achète du plâtre». Mais en fait, c'était pas ça le vrai problème. C'était peut-être une fuite d'eau, c'était peut-être les fondations et donc toi, Gaël, tu vas passer, 1 jour, 2 jours, 3 jours, à acheter du plâtre, à appeler l'ouvrier, l'artisan, le machin. En fait, tu as pas du tout réglé le problème, parce que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était peut-être autre chose et toutes ces tours de questions, alors je sais que là, ceux qui nous écoutent, ils se disent: «Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ils ont fumé la moquette». Mais bon, il faut le vivre, hein. Le problème, c'est que l'intelligence collective, ça ne se vend pas, ça se vit et ce qu'on peut, en tout cas témoigner de ce que nous avons observé, toi et moi, c'est que quand on fait des tours de questions, il y a un moment donné, on va être capable de dire: «Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est le stagiaire? Est-ce que vous avez fait une analyse? Est-ce que, on a regardé si ça viendrait pas, du machin?» Et donc les gens posent des questions et en fait, ils permettent de prendre de la hauteur, en fait. C'est la vertu de la question, c'est de prendre de la hauteur. Et dans mon observation, quand on a fait cette séquence de questionnement, hein, c'est-à-dire des tours de table, 5-7 tours de table de questions avec donc évidemment des gens qui représentent différentes expertises sur un sujet complexe. On n'est pas sur du simple ou du compliqué, on est sur du complexe. On peut générer 20, 30, 40, 50 questions et ces questions-là nous font prendre de la hauteur et ce que je peux témoigner sous serment à nos auditeurs, c'est que dans 30 des cas, on va dire sur 100 réunions que j'ai animées, dans 30 des cas, on découvre que le sujet qui a été posé quelque part en disant: «Il faut faire ci ou il faut faire ça», n'est pas le problème, mais la solution. Et évidemment, si après on réfléchit pendant 2 heures sur la solution, et qu'on n'a pas identifié le vrai problème, on va évidemment partir dans l'exécution et par le biais des filtres hiérarchiques, hein, qui a envie d'aller dire au chef qu'il a pris une mauvaise décision, que sa décision est nulle, que c'était pas ça le vrai problème, qu'il s'est planté. En plus, si ça se trouve, il a pas parlé en dernier. Il a dit, «Voilà le problème et je pense que cette solution serait géniale» et ensuite, évidemment, tout le monde a dit: «Oh chef, que tu es beau, que tu es intelligent, que tu es fort. Écoute, effectivement, tu as fait un bon diagnostic de la situation. C'est le vrai problème et ta solution est absolument géniale». Bah, les gens, pour gérer leur carrière, vont être obligés d'attendre de se cracher sur le mur, qu'il y ait du sang partout pour dire: «Oh chef, en fait, ça fait 3 mois qu'ils savent qu'ils vont aller sur le mur. Oh chef, oh bah, ça a pas marché, hein, on n'a vraiment pas de chance». Donc voilà les vertus du questionnement.
Et il y a une autre vertu au travail en intelligence collective, c'est qu'il est joyeux. Il crée d'autres liens entre les personnes, il crée des connexions nouvelles, des connexions heureuses. Et ça, on sait que ça va être un point d'appui pour la mise en œuvre de la solution plus tard. Ah, c'est fantastique ce que tu dis, tu abordes le sujet du joyeux et moi évidemment tout de suite ça me fait penser au Chief Happiness Officer et tu as tout à fait raison. En fait, d'ailleurs je pense que c'est la dernière phrase d'un de mes 13 livres. Je dis que l'intelligence collective, c'est que du bonheur. Ah mon Dieu, ça y est, on est dans le bullshit de consultant là. Non, l'intelligence collective, c'est vraiment que du bonheur, c'est le joyeux dont tu parles, mais on peut l'expliquer, je veux dire, sérieusement. Voilà, on peut expliquer joyeusement même. En fait, la joyeuseté dont tu parles, c'est déjà on m'a invité à une réunion sur une décision qui va m'impacter et déjà ça me rend joyeux. Ensuite, pendant la réunion, on m'a pas coupé la parole. On m'a réellement écouté. Les contraintes que j'ai exprimées ont été intégrées dans la solution. Je suis pas totalement joyeux parce que je comprends bien que je peux pas, ça peut pas être totalement ma super solution qui fait que tout est super pour moi. Mais en tous les cas, je suis pas totalement joyeux, mais je suis pas totalement déprimé en me disant, ah mon Dieu, ça y est, on part à la catastrophe, le rêve va devenir un cauchemar et je vais avoir des semaines ou des mois ou des années à essayer de mettre en œuvre une solution dont je vois bien qu'il y aura des problèmes dans l'exécution. Donc ma joyeuseté, elle est déjà dans le processus qui a fait émerger la solution. Tout à l'heure, on a parlé d'hybridation. Ma joyeuseté, c'est qu'il y a un bout de moi-même qui est dans la solution. La joyeuseté, c'est que quand on est dans l'exécution, comme toutes les contraintes, on a trouvé un point d'équilibre, on a fait une hybridation. Hein, moi, je dis qu'on a hybridé quand on trouve à la fin d'une réunion une solution qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Et on ne cherche jamais un consensus, parce que les gens se disent: «Ah oui, si on a trouvé un consensus sur une solution, ça veut dire qu'elle est bonne». Non, en fait, si tu as trouvé un consensus, c'est que les gens en ont marre, que le chef a parlé en premier et que donc tout le monde veut failloter en disant: «Ah oui chef, que tu es beau, que tu es intelligent», ou qu'on a fait de la pensée de groupe qui est un biais cognitif dans lequel on se dit: «Bon, qu'est-ce que je dois dire pour faire plaisir?» ce qu'on appelle le pseudo-consensus. Sur un sujet complexe, quand vous avez obtenu un consensus, vous êtes en très grand danger. Donc nous, ce qu'on veut, c'est plutôt une intuition collective. Pardon, je vais te couper un petit peu, mais avant qu'on passe à autre chose, je voudrais vraiment bien positionner cette affaire-là. Il y a une étude intéressante qui avait été faite par la NASA avec les sous-mariniers américains qui avaient très très peu de failles et qui s'étaient rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles ils avaient tellement peu de failles était liée au fait que quand une décision était prise très facilement, très consensuellement, on se disait: «Oh là là, c'est que là, on est juste en train de faire comme d'habitude et ça va pas être la bonne solution» et donc il y avait vraiment une recherche de contradictions, de positions contradictoires, de positions contraires, qui allaient travailler ensemble pour qu'une bonne décision puisse être prise dans des situations complexes. Ouais, exactement. Le consensus, c'est fondamental quand tu es un décideur expert sur un sujet technique métier. Si tu as trouvé une solution que tu penses être géniale, mais que tes pairs, PAIR, ne sont pas en consensus avec toi, c'est peut-être pas aussi génial que ça. Si tu décides de mettre en œuvre ta nouvelle organisation en allant plein sud et qu'il n'y a pas un minimum de consensus sur le fait d'y aller en train versus en avion ou à pied, probablement que tu vas avoir des problèmes. Mais te dire que sur un sujet complexe, tu as obtenu un consensus et que du coup ta décision est géniale, alors là, tu es, quasiment avec certitude en très grand danger. Parce que la complexité, par essence, par nature, c'est quelque chose d'imprévisible, d'incertain et on ne peut jamais être sûr à 100 que sa stratégie est la meilleure, que sa nouvelle organisation est la meilleure et cetera. Voilà. Donc, ce qu'on cherche, c'est une intuition collective qui émerge d'un processus dans lequel on s'est posé des questions avant de chercher des solutions, où on a intégré différentes contributions pour une solution hybridée, et une solution est hybridée si elle n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Et là, si on se dit, ah bah tiens, on a pris une solution qui était dans la tête de personne au début de la réunion, ça veut dire que on a probablement
en tous les cas, peut-être pas atteint l'excellence décisionnelle, mais on s'en est approché. On a pris le chemin de l'excellence décisionnelle. On a géré au mieux les risques décisionnels. Le risque décisionnel, c'est de partir plein nord alors qu'il fallait partir plein sud. Et du coup, pour revenir sur cette joyeuseté, eh bien, à partir du moment où on court dans la bonne direction, eh bien, on a des chances d'avoir de l'engagement, d'avoir de la confiance, qui ait du sens. Et quand on a de la confiance, du sens et de l'engagement, parce qu'on a bien géré les risques décisionnels dans les situations complexes, eh bien, on va avoir un bel environnement de travail. On va devenir attractif pour les talents. On va éviter les problèmes de rétention des talents avec les gens qui partent. On va recruter plus facilement et les gens seront plus engagés dans leur travail. On va éviter ce qu'on appelle l'environnement de travail toxique. Ça nous fait un beau programme et une bonne conclusion. Est-ce qu'il y a malgré tout quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on se dise au revoir, Olivier? Ben, écoute, je vais vraiment reprendre cette phrase-là, puisque tu m'as mis sur cette voie, mais l'intelligence collective, c'est vraiment que du bonheur. Malheureusement, tout ce qu'on s'est raconté, tout ce qu'on a dit là depuis le début de cet échange, ça ne se vend pas. Hein. On ne peut pas convaincre quelqu'un qu'il faut le faire, il faut le vivre. C'est une expérience, c'est un choc expérientiel, l'intelligence collective, et quand on le vit, on est plus en capacité de comprendre le retour sur investissement. Si on le regarde d'un point de vue purement intellectuel, ça fonctionne pas. Donc, ce que je peux le message que je peux envoyer pour conclure, c'est d'essayer d'expérimenter la chose. Voilà. Oui, je te remercie d'avoir fait l'effort de le présenter malgré tout. C'est vrai que l'intelligence collective, comme beaucoup d'autres choses qu'on vit ensemble et avec son corps, c'est une expérience qu'il faut faire quand on l'a faite une fois dans de bonnes conditions, que ça a été bon pour nous, dans notre corps, dans tout notre être, on sait en fait quel est le chemin. Et on va pouvoir le reprendre facilement. Donc l'expérience qui est vécue une fois, elle pourra être vécue ensuite des tas de fois de plus en plus facilement. Présentée aux autres et vécue avec les autres par mimétisme. Et ainsi, ça va être de mieux en mieux. Voilà, et puis aussi cette déception qui est l'usage du mur de post-it sur des sujets complexes. Le mur de post-it, c'est très bien sur les sujets compliqués, il faut mettre en œuvre, etc. Mais malheureusement, le mur de post-it, c'est très, très insuffisant pour gérer des situations complexes. Et aujourd'hui, on fait du management participatif sur des sujets simples où en fait, on n'a pas du tout besoin de participatif. On fait du management participatif sur du complexe où en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est des tours de table, c'est des questions avant les solutions, c'est de l'holistique, du systémique, le chef parle en dernier, tout un tas de choses. On n'a pas tout abordé, mais il y a une certaine boîte à outils. Et comme on fait du mur de post-it à tout va, bah, il finit par y avoir une sorte de désenchantement en se disant, bah, on est sorti de la salle de réunion, on a 500 post-it sur les murs, puis en fait, bah, le chef va décoller un post-it, c'est une sorte de boîte noire décisionnelle où on va faire la décision collective, on va noyer sa responsabilité dans la soupe collective. Et il y a effectivement une sorte de frustration aujourd'hui qui est liée au fait que la distinction entre simple, compliqué, complexe n'est pas faite. Le mur de post-it est l'unique outil de management d'équipe. Et ben voilà, du coup, on n'est pas totalement dans l'excellence décisionnelle. Et en particulier, si on n'est pas dans l'excellence décisionnelle, dans le complexe, dans le choix de la stratégie, de la nouvelle organisation, du développement de la performance, et qu'on court dans la mauvaise direction dans les enjeux collectifs, après, on peut prendre le train, mais si le train ne va pas dans la bonne direction, le train ne sert à rien. Et puis dans le simple, les objectifs ne seront ambitieux, mais ils ne seront jamais réalistes parce qu'on ne court pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça que l'intelligence collective, c'est vraiment l'outil de la gestion de la complexité. Si on gère mal la complexité, après, le compliqué et le simple, ça va être le cauchemar. Merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps d'expliciter les tenants et les aboutissants de l'intelligence collective et de l'excellence décisionnelle. Merci Gaëlle de ton invitation. Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence collective, contactez Olivier Zara. Vous trouverez comme d'habitude tous les éléments dans la description de cet épisode et sur le site entrela.org. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!